Good morning to everyone. This webinar will be accessible in French and in English. Please follow the instructions on the screen to activate the English interpretation. If you are on your laptop, please click on the globe that says interpretation and select the language that you prefer. And please remember to mute the original audio. If you are on your phone, you would click on captions and then select interpretation and select your preferred language, in this case, English or French. Once again, please remember to mute the original audio. And I have this disclaimer to read out from USAID. This event is made possible with the support of the American people through the United States Agency for International Development, USAID. The views expressed do not necessarily reflect that of USAID or the United States government. Next. Cet événement est rendu possible grâce au soutien du peuple américain à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international. Les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis. Merci à tous. Bonjour à tous, bienvenue au 8e webinaire de la série de webinaires du projet Résilience pour la paix qui va porter sur les liens entre extrémistes violents et activités illicites dans la région du Folon en Côte d'Ivoire. Le projet R4P Résilience pour la paix est un projet financé par le peuple américain à travers l'USAID. Ce projet est mis en œuvre par Equal Access International en partenariat avec la chaire UNESCO de Bouaké, l'IRC Indigo Côte d'Ivoire. Le projet Résilience pour la paix est également en collaboration avec le Conseil national de sécurité et la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. L'objectif du projet Résilience pour la paix est de renforcer la résilience et l'apprentissage communautaire, notamment des femmes et des jeunes, et de valoriser les atouts des communautés transfrontalières. Cela afin de promouvoir le vivre ensemble dans les zones frontalières nord de la Côte d'Ivoire et favoriser les approches positives de développement de ces communautés. Alors, pour orienter l'action sur ce qui est important, la composante recherche, action, apprentissage et rapportage du projet Résilience pour la paix mène des études avec des équipes de recherche qui sont mandatées par le projet. Le présent webinaire présente donc les résultats de l'étude, comprend les liens entre extrémistes violents et activités illicites dans la région du Folon en Côte d'Ivoire, qui est l'une des zones d'intervention du projet Résilience pour la paix. Pour approfondir donc la compréhension des dynamiques de financement de l'extrémisme violent dans les régions transfrontalières de la Côte d'Ivoire, afin de renforcer la résilience des dites communautés dans ces localités et participer aux efforts de cohésion sociale, nous allons vous passer à la présentation. Mais avant, je vous présente l'ordre du jour qui va s'articuler autour de 6 points. La présentation déjà de l'étude en 20 minutes, suivie de la présentation avec la perspective régionale de notre invité. Ensuite, nous aurons une pause réflexion de 5 minutes où vous serez invité à partager vos questions, vos commentaires, ce qui vous a marqué dans les présentations. Ensuite, l'étape des questions-réponses en 10 minutes, au cours de laquelle les chercheurs vont répondre à vos préoccupations et questions. Enfin, le mot de fin, mais avant de clôturer, nous allons vous inviter à participer à un sondage afin d'améliorer votre expérience des prochains webinaires. Donc, pour la présentation à l'ordre du jour, nous avons l'équipe de professeur Kimon Assi, qui est enseignant-chercheur principal de cette étude, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny, maître de conférences agrégé en économie et sous-directeur de la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, la CAPEC. Dans son équipe, il y a également Dr Bécho Isabelle Épouse-Ndri, enseignante-chercheur à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et chercheur à la CAPEC. Elle est économiste.
Nous avons enfin le professeur Fofana Memon, qui est maître de conférence de sociologie à l'université Péléforo Koulibaly de Korogo, qui est chercheur associé à la CAPEC. Nous passons à la présentation de l'étude, mais nous tenons à préciser que cette présentation est préenregistrée et que les chercheurs sont bien présents en ce moment. Ils interviendront au moment des échanges. Donc, nous passons maintenant à la vidéo de présentation des résultats de l'étude lien entre activités illicites et extrémistes violents dans la région du Folon. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur de présenter une étude qu'a menée une équipe de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, la CAPEC, dans la région du Folon, qui s'intitule « Comprendre les liens entre extrémisme violent et activités illicites dans la région du Folon en Côte d'Ivoire ». Donc, notre présentation portera sur ce point, le contexte de la recherche, l'objectif général de l'étude, les principales questions de recherche, la méthodologie utilisée, les principaux résultats et la conclusion, à laquelle nous ferons quelques recommandations. Nous savons tous que la question de l'extrémisme violent est un élément très important, un phénomène très important qui a des implications profondes sur la sécurité internationale et qui trouve ses racines dans de multiples facteurs, que ce soit d'ordre culturel, socio-économique, etc. Et la Côte d'Ivoire a connu son premier soubresaut sur la question de l'extrémisme violent dans les années 2016 avec l'attaque de Grand Bassam, qui s'est par la suite répercutée dans les zones frontalières du Nord. Et dans ces différentes régions, jusque-là, il y a une qui est restée, disons, pour le moment épargnée, la région du Folon. Mais est-ce pour autant que l'on devrait dire qu'il n'y a pas de menace dans la région du Folon? D'autant plus que la question de l'extrémisme violent est multiforme et peut se manifester par le développement d'activités illicites qui peuvent être source de financement pour l'expansion de ce type d'activité. C'est la question principale qui motive cette recherche dans la région du Folon. Donc, l'objectif général de l'étude est donc de générer des données empiriques dans le but de mieux appréhender les liens entre activités illicites et extrémismes violents dans la région du Folon, d'aider à alimenter les processus décisionnels et l'élaboration d'initiatives de renforcement de la résilience communautaire face à l'extrémisme violent dans la région, et comprendre aussi les stratégies de mobilisation de ressources financières, opérationnelles, logistiques et humaines développées par les groupes extrémistes violents dans la région ou à partir en direction de la région. Trois principales questions ont guidé cette recherche. D'abord sous l'angle de la gouvernance, ensuite sous l'angle de la gestion des ressources naturelles et enfin sous l'angle de la communication. Concernant la question de la gouvernance, nous nous interrogeons si des activités illicites existaient dans la région du Folon qui pourraient être de nature à contribuer au financement et aux opérations des groupes d'extrémisme violents. Concernant la gestion des ressources naturelles, l'on s'interroge sur les ressources naturelles dont le mode opératoire peut être une porte d'entrée de l'extrémisme violent. Quel est alors le circuit d'exploitation de ces ressources naturelles? Concernant la communication, l'on veut comprendre comment communiquer autour de la question des activités illicites en lien avec le renforcement de la résilience communautaire face à l'extrémisme violent. La méthodologie utilisée a combiné tout un ensemble d'approches, dont la revue documentaire, et dans un premier temps, on a mené aussi une étude exploratoire pour identifier des zones susceptibles d'établir le phénomène mesuré. Ensuite, nous avons conduit une collecte de données qualitatives auprès d'acteurs clés. Les zones que nous avons ciblées sont Minignan,
Samadougou, Kimberley Nord, Léné, Tienko, Sokoro, Madina, Kanyaso, Goulia, Tahara, Gweya et Mahandiana Sokorani. Nous avons mené 109 entretiens, donc 89 entretiens individuels et 20 discussions de groupe. Nous y avons aussi ajouté l'observation directe en visitant des postes frontaliers, des marchés, des pistes de passage, des produits de contrebande, etc. Quels sont les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus? Résultat européen. Le financement des installations minières artisanales illégales est dans le viseur des mouvements djihadistes. Ici, c'est vrai que l'État a entrepris un ensemble de démarches pour réduire l'expansion de l'exploitation minière illicite, mais dans la région de Folon, l'on a pu noter qu'il existe encore des poches où cette activité se développe, notamment à Kei, à Mazela, Kabagwe et Lélé. Et l'étude a pu établir qu'il pourrait exister des liens étroits entre le financement de l'activité des services violents et les activités illicites. Sous quelle forme? Dans un premier temps, sous la forme de recrutement et de fourniture d'équipements ouvriers. Ensuite, sous la forme d'une entrée dans le capital du concessionnaire, en termes d'introduction dans le management, l'apport de capital. Et ensuite, sous la forme de contrôle du circuit de commercialisation, en fournissant des ressources nécessaires à des agents de la filière pour acheter de l'or pour le compte. Il faut dire que cette organisation est empruntée d'une structuration qui avait cours dans les régions, qui avait cours au Mali et au Burkina Faso. Et un verbatim avec un entretien auprès d'un opérateur économique permet de pouvoir mettre en exergue ce possible lien. Et je cite, en 2020, un monsieur est venu sur le site ici et s'est fait passer pour un vendeur de kiosque et deux autres personnes vendaient les médicaments en poudre et les boubous auprès de lui. Il a essayé de recruter les jeunes sur le site puisqu'il a commencé par moi en me proposant de l'argent pour aider les jeunes dans leurs travaux. Il m'a même demandé de lui trouver un espace dans le village de Kei pour qu'il puisse construire une boulangerie. Lorsque j'ai commencé à soupçonner qu'il faisait partie des groupes de services violents et qu'il a su, un matin, on s'est réveillé et il n'est plus là. 2 semaines plus tard, il a eu une attaque à Monaco, un village malien, et ce dernier a été tué lors de l'attaque. Depuis ce jour, nous avons pris des dispositions afin de contrôler les entrants et les sortants. Donc, ce verbatim montre exactement que, justement, la question de l'exploitation aurifère est un élément important pour les groupes de services violents, surtout dans la région du Fou. Résultat 2, il existe aussi des activités illicites ayant des caractéristiques de criminalité organisée avec des risques plus ou moins marqués de lien avec les services violents. Quelles sont ces activités? Le vol de bétail, la contrebande de bois de veine et de carburant, et surtout la contrebande de produits agricoles. Concernant le trafic de bois, l'étude a pu montrer qu'il existe une criminalité organisée transfrontalière qui couvre plusieurs pays et nécessite des financements importants et très hiérarchisés. Et il existe un maillon aussi de chaînes de valeur qui sont contrôlées par des agents difficilement identifiables et qui ont des ramifications transnationales. Il y a aussi recours à diverses formes d'incitation et d'intimidation, notamment en termes de partage de la rente de ce trafic de bois, mais aussi en termes de menaces. En s'entretenant avec un leader communautaire, celui-ci a dit, bon, des gens sont venus, j'ai essayé de contacter les autorités, on m'a dit que si tu continues, la prochaine fois, nous viendrons raser ton village. Vous voyez, donc tous ces éléments montrent que justement l'organisation, cette forme d'organisation qui s'apparente à un crime organisé peut aussi être une courroie de financement de l'extrémisme violent. Et eu égard aussi au montant mobilisé. Par exemple, le bois de veine, les villageois peuvent céder une parcelle à 2 millions et
l'exploitation qui en découle peut être vendue à 30-40 000. Donc, ça donne une manne très importante. Quels sont les facteurs même qui favorisent ce trafic de bois? Il y a les montants mobilisés que je viens de dire tantôt, l'absence d'informations précises sur les opérateurs économiques. On n'a pas une idée très claire de leur identité, mais ce qu'on sait, c'est que ces personnes proviennent du Mali en grande partie, et le revenu généré est aussi très important, une forte rentabilité de l'activité en raison de la valeur marchande sur le marché international. Et il a eu aussi, on a bien documenté aussi qu'il existerait un trafic, un type de transit en termes de transport de ces produits-là via le Mali. Troisième activité, c'est le vol de bétail. Ici, ce qu'il faut dit, c'est que c'est vrai que dans la littérature, il a été bien documenté que le vol de bétail était une activité qui est très prisée des groupes extrémistes violents. Mais ce que nous avons pu montrer, c'est qu'il y a une mutation dans la structure, l'organisation de ce vol. Par le passé, ce qui était légion, c'était le vol de packs, c'est-à-dire d'une cinquantaine de têtes à la fois. Ça existe encore, mais c'est très rare. Et le mode opératoire, c'est lors des mouvements de transhumance. Mais de façon récurrente, ce qui apparaît dorénavant dans le frelon, c'est des vols à petite échelle. Donc, ces vols à petite échelle, lorsqu'on les constate, on pourrait dire que ça pourrait être négligeable. Mais en l'agrégeant, on revient à un niveau plus important de ressources mobilisées. Comme l'indique ces propos d'un expert que nous avons interrogé dans le forum. Et je cite, au lieu de vol de troupeaux qu'ils appellent les packs, qui constituent un troupeau de 50 têtes, maintenant on observe des vols de quelques têtes. Par agrégation de ces vols, dans le seul département de Kanasso, au cours de l'année 2023, on a enregistré 148 têtes de bétail, sans compter les autres départements. 148 têtes de bétail multipliées par 250 000 francs, au moins, cela fait plus de 30 millions. 30 millions dans ce département, si on agrège tous les vols de la région, ça fait un bon paquet d'argent que l'on peut utiliser pour financer ces activités des groupes extrémistes. Et donc, voilà un peu en quoi est-ce que la mutation du vol de bétail peut avoir tendance à baisser la garde, mais en réalité, ce n'est qu'une forme de réorganisation qui conclurait à financer les activités des groupes d'extrémisme. Troisième produit, troisième activité, c'est la contrebande de carburant. Cette contrebande est nourrie par l'absence d'informations précises sur les opérateurs économiques qui investissent sur les destinataires finaux, les revenus issus de la contrebande de carburant au vu de montants investis et des ressources générées. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce produit de contrebande, ces produits sont contrôlés par des étrangers avec des ramifications aussi transnationales. Il y a toujours ce caractère transnational. Et nous avons pu aussi documenter qu'il y a un lien entre la contrebande de carburant et l'extrémisme violent. Lors de cette étude, nous avons surpris une conversation d'un jeune qui disait que, je cite de façon triviale, il dit « Ah, ils ont attrapé, c'est un nom fictif, Yakou, et nous pensons qu'il faisait son trafic au Mali alors qu'il était en contact avec les groupes djihadistes. Ils l'ont attrapé et ils l'ont mis en prison au Mali. Donc, ce qui voudrait dire que, justement, cette question de trafic de carburant peut être de nature à nourrir le financement de ces missions. Donc, à côté de ces activités illicites, il y a des activités de produits, des commerces de produits illicites, mais qui s'opèrent aussi sous forme de criminalité organisée, de contrebande. Donc, c'est la contrebande de produits agricoles et le corollaire aussi de contrebande de produits phytosanitaires. Il faut dire que cette activité illicite est nourrie par la mévente des produits agricoles dans la région du Faucon et aussi par le rationnement du marché des phytos.
qui donne alors une opportunité pour le trafic et un risque pour le financement d'extrémisme violent. Pourquoi? 3 éléments. Premièrement, ces activités de contrebande permettent de mobiliser des sommes importantes. Et donc, par exemple, lors de nos entretiens avec les jeunes passeurs, il a été montré que des agents difficilement identifiables font des transferts d'une valeur de 10 millions pour acheter des produits qui sont revendus par la suite à 20 millions, donc le double. Donc ça, c'est une manne qui peut être utilisée pour financer ces activités. D'autant plus que ces individus sont difficilement identifiables, opèrent de l'autre côté de la frontière, utilisent un système de sanctions-récompenses, récompenses en termes de salaire fournis à des jeunes qui, pour la plupart, n'ont pas d'opportunités dans la région, d'opportunités communes dans la région, et menaces en termes de menaces verbales, en termes de menaces de représailles, en termes de menaces de violence. Et ceci est illustré par ces propos du jeune pisteur. Il m'envoie 10 millions. Avec 10 millions, je peux charger un camion de 30 millions de tonnes de ce genre en payant 300 francs le kilogramme. Dans ces 10 millions, je ne perçois que 25 francs de soit environ 25 000 francs. Le soja acheté remonte à Bamako, puis revient en Côte d'Ivoire pour être écoulé autour de 600 francs sur le marché de Golo-Guaké. À la question de savoir, est-ce que vous connaissez ces individus? Non, je ne les connais pas. Ils se contentent de me transférer de l'argent et j'achète les produits et ils récupèrent de l'autre côté de la frontière. Voilà, donc on ne sait pas qui c'est. C'est vrai qu'on n'a pas établi formellement de lien, mais ça peut ouvrir la voie à d'autres groupes qui pourraient exploiter cette opportunité pour générer des ressources pour des activités d'extrémisme. Une autre dynamique que nous avons pu observer dans la région du Folon, c'est la prolifération d'œuvres caritatives à caractère religieux. C'est clair que nous savons très bien que dans cette région, la majorité de la population pratique l'islam modéré. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, on voit une mutation en termes de développement d'œuvres caritatives, en termes de dons en infrastructure à caractère religieux pour insérer certaines idéologies, construction de mosquées, de puits, etc. Fournir ce type d'infrastructure n'est pas mauvais en soi, puisque en islam, c'est conseillé. Et de deux aussi, c'est une région qui est très peu dotée comparativement aux autres régions de la Côte d'Ivoire en infrastructure socio-économique de base. Donc, ça offre cette opportunité de faire du bien, ce qui est louable en islam. Mais l'autre élément qui appelle à faire plus attention, c'est que cette prolifération d'activités, d'œuvres caritatives s'accompagne d'une idéologie qui a tendance à établir un islam rigoureux qui serait plus l'émanation de la vraie approche de prédication, la vraie approche de pratique de la religion. Et ça crée des tensions au niveau des villes. D'accord? On pourrait dire, bon, quel lien avec le financement de l'extrémisme violent? C'est clair que l'étude n'a pas établi de lien avec le financement, mais en parcourant un peu la littérature, il a été établi que les activités caritatives à caractère religieux peuvent être des moyens de financement de l'extrémisme violent. D'accord? Des travaux comme ceux de Webb en 2018 ont montré comment des œuvres caritatives ont pu être utilisées pour mobiliser des ressources, baisser la garde des autorités et financer des activités au Royaume-Uni. Des travaux comme Binkel ont montré aussi comment des groupes extrémistes au niveau du Moyen-Orient ont utilisé les œuvres caritatives pour faire avancer leur agenda par la mobilisation de ressources, parce que ces groupes ont les ONG, dit-on, à caractère, ces ONG qui opèrent, ces ONG d'origine religieuse qui opèrent pour des biens en fournissant ces œuvres caritatives, ont une flexibilité de mobilisation. Nous avons essayé aussi de voir sur le net pour voir un peu l'origine de ces ONG, et en général, le fonctionnement est opaque.
On ne sait pas comment ces ressources sont mobilisées, on ne sait pas leur destination, mais il y a un focus important sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire. Ce qui amène donc à s'interroger et à s'inquiéter de ces mutations récentes, comme l'illustrent les propos d'un guide religieux. C'est eux, les correspondants directs des djihadistes, parce que je ne peux pas comprendre. Vous avez une religion, vous ne faites pas les mêmes prières que nous, et vous dites que vous êtes musulman. Vous n'avez pas de budget et de fonctionnement qui donne ce budget. Ils ne font rien, mais ils ont tout ce qu'ils veulent, ils reçoivent tout de l'étranger. Et à partir de ces résultats, nous avons aussi montré que les populations ne se contentent pas d'observer ces mutations, mais ces populations développent des actions de résilience. Comment? En renforçant la collaboration sous le leadership du corps préfectoral entre les populations et les différents corps constitués de l'État dans la région, à travers surtout les FDS, à travers les CCL, en mobilisant les autorités coutumières et les jeunes comme agents de changement et pour lutter contre la corruption des activités illicites à travers les services violents. Et on a pu identifier aussi des initiatives locales de prévention, notamment au niveau de Guyane, avec une initiative transfrontalière des jeunes qui a tendance à lutter contre l'expansion de ces activités illicites. La question que l'on pourrait se poser, qu'est-ce qui pourrait expliquer le développement des activités illicites? Plusieurs éléments. Nous avons le niveau de pauvreté, de chômage et de sous-emploi dans la région, les insuffisances des ressources des régulateurs, des structures de sécurité, le lassisme supérieur de certaines autorités, notamment la question de la corruption, la faiblesse de la coopération transfrontalière en matière de sanction de répression des activités illicites, l'insuffisance même de l'information des populations qui ont une autre conscience de la menace, mais qui n'établissent pas directement de lien entre ces activités illicites et le financement des crimes violents, parce que justement, on trouve ça comme une opportunité de pouvoir gagner peu d'argent. Donc, en conclusion, cette étude a donc montré que la région du Folon, qui restait jusque-là préservée de la menace en termes d'attaque ou de violence manifeste, quoique pour le moment paisible, on le souhaite, peut être une zone de mobilisation de ressources pour le financement des services violents, en raison justement de la faiblesse de la gouvernance locale, en termes de dotation en infrastructure, de l'approche défaillante, de la gestion des ressources naturelles, notamment la question du bois, la question de l'exploitation de l'or, etc. La vulnérabilité économique des jeunes et des femmes qui manquent beaucoup d'opportunités économiques d'insertion. Et donc, sur cette base, nous suggérons à l'État de Côte d'Ivoire peut-être de renforcer le cadre de gouvernance et de coopération institutionnelle, juridique et sécuritaire opérationnelle avec les autorités administratives et sécuritaires transfrontalières sur les activités illicites, de créer un cadre de collaboration entre les bons professionnels des secteurs économiques, notamment l'exploitation de l'or, la filière bois, la filière bétail, etc. D'intégrer, d'intensifier les programmes de développement socio-économique, surtout d'insertion professionnelle pour les groupes vulnérables que sont les jeunes et les femmes, de renforcer aussi, surtout pour le projet de résilience pour la paix, de renforcer la sensibilisation communautaire en s'inspirant des approches qui ont été développées jusque-là par les jeunes pour les étendre dans d'autres contrées de la région, de contribuer aussi au renforcement du dialogue et des activités de cohésion entre les différentes communautés locales et les autorités administratives et sécuritaires, et de contribuer à la sensibilisation, à la mobilisation des cadres locaux pour une meilleure implication dans le développement socio-économique et aussi dans la lutte contre les services violents. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Kimon, qui est, je rappelle, le chercheur principal de l'équipe de recherche de la CAPEC, qui, à travers cette présentation, met en lumière donc les activités illicites comme l'exploitation illégale artisanale de l'or, le vol de bétail,
la contrebande de bois, de veines et de carburant comme source ou encore comme des risques de financement des groupes extrémistes violents par le contrôle des maillons essentiels dans la chaîne. Donc, à la suite de la présentation de l'équipe de la CAPEC, nous vous invitons à passer à la perspective régionale avec notre invité du jour, qui est M. Asanvo William, chercheur senior à l'Institut d'études de sécurité au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad à Abidjan. Donc, avec M. Asanvo, nous pourrons traiter toujours de la même thématique, mais dans une perspective plus régionale, avec le cas du Bénin, des mêmes recherches menées, mais au Bénin cette fois-ci. Merci. Je suis William Assange, chercheur senior à l'Institut d'études de sécurité au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Donc, j'ai collaboré à la mise en œuvre d'une étude que nous avons menée dans le nord de la Côte d'Ivoire et dans le nord du Bénin sur la problématique des liens entre extrémistes violents et activités illicites. Donc, la raison pour laquelle nous nous sommes focalisés sur cette problématique, c'est les indications que nous avions eues dans le cadre d'une recherche précédente qui avait été menée dans la région de l'Iptako-Gourma, qui pointait en direction des pays côtiers comme des zones qui pouvaient servir au groupe pour pouvoir générer des ressources financières, pour pouvoir se ravitailler en moyens opérationnels et en moyens de subsistance et pour pouvoir aussi recruter. Donc, spécifiquement dans le nord de la Côte d'Ivoire, nous avons couvert les régions de la Bagoué, du Tchologo et du Bunkani. Et au nord du Bénin, nous avons couvert les régions frontalières, les régions de la Liborie, de la Takura, de la Tonga et du Borkou. Ce sont les régions du nord du pays. Spécifiquement en Côte d'Ivoire, nous avons documenté donc l'effort qui avait été mis en œuvre par ces groupes-là pour s'impliquer dans des activités, notamment des activités illicites. Donc cette implication a été documentée en lien avec l'économie du bétail au sens large du terme et en lien aussi avec l'orpaillage illégal. Donc économie du bétail qui n'est pas par nature une activité illicite, mais au sein de laquelle les groupes se sont quand même impliqués pour pouvoir générer des ressources financières, mais plus particulièrement aussi investir des ressources financières pour pouvoir aussi recruter un certain nombre d'acteurs de cette activité, pour pouvoir aussi bénéficier de ravitaillement. La deuxième activité avec laquelle des liens ont été documentés dans le nord de la Côte d'Ivoire, donc c'est avec l'orpaillage illégal, où la présence d'individus appartenant à ces groupes a été rapportée par des orpailleurs illégaux au niveau du fleuve de la Komoué, aussi dans le parc national de la Komoué. Dans le nord du Bénin, des liens ont été documentés entre donc, ces groupes extrémistes violents et la contrebande de carburant, et également aussi le trafic de drogue, notamment le trafic de cannabis. Ce qui est important de souligner, c'est le fait que la plupart de ces activités illicites-là, aussi bien dans le nord de la Côte d'Ivoire que dans le nord du Bénin, ne sont pas nouvelles en tant que telles. Elles n'ont pas émergé avec l'insécurité générée par les groupes. Donc ce sont des activités qui prévalaient dans ces zones-là depuis plusieurs années et qui ont tout simplement été instrumentalisées. Les groupes se sont impliqués dedans pour pouvoir répondre aux besoins que j'évoquais précédemment. Et donc, à travers cette implication des groupes, ça a contribué aussi à changer des dynamiques au niveau de ces activités illicites. Là, dans certains cas, les activités se sont accentuées. C'est le cas notamment du vol de bétail dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des cas comme l'orpaillage illégal qui, de manière globale, dans le nord de la Côte d'Ivoire, toujours a connu une réduction du fait de l'insécurité. Mais il y avait quand même des zones où, du fait d'entente avec les groupes extrémistes violents, l'activité a pu continuer et se développer. Donc, la question du caractère insuffisamment gouverné de certaines activités peut représenter une vulnérabilité qui pourrait être exploitée par les groupes extrémistes violents. Il est important pour ces pays de pouvoir se pencher sur ces activités illicites-là qui, soit dit en passant, représentent pour les populations, pour les communautés frontalières et dans certains cas,
des activités génératrices de revenus. Donc, il est important de changer le regard qu'on pourrait avoir sur ces activités-là et prendre en compte le fait que pour les populations, elles leur permettent de pouvoir générer des ressources souvent dans des contextes où l'État est très peu présent ou en tout cas n'est pas en mesure de pouvoir répondre à leurs besoins de base en termes d'éducation, en termes de santé, en termes même voilà, d'activités génératrices de revenus. Il est important de se pencher sur l'économie du bétail dans tous ces aspects pour pouvoir apporter la sécurité nécessaire aux acteurs de cette activité. Pour l'orpaillage illégal, il y a beaucoup qui est fait depuis plusieurs années, mais force est de constater que les différentes mesures qui ont été prises sont encore pour l'instant relativement peu efficaces pour pouvoir contenir ce phénomène qui, on l'a vu au fil des années, n'a fait que se développer, aussi bien en termes géographiques qu'en termes de population qui s'implique dans cette activité. Donc il est important aussi de véritablement trouver des réponses efficaces et durable à la problématique de l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Merci, M. Assanvo, pour votre présentation. Nous allons à présent passer à la pause réflexion. Donc, c'est une pause de 5 minutes où nous vous invitons à participer dans le chat. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez nous partager également vos commentaires, vos contributions, que nous allons à la suite partager avec l'équipe de recherche et notre invité du jour. Je vous invite dès maintenant à poser vos préoccupations dans le chat. Merci. Donc, je le rappelle, nous avons 5 minutes pour la pause réflexion. Les questions peuvent être adressées aussi bien à la présentation qui est apportée donc, sur la région du Folon qu'à la présentation de l'invité pour la perspective régionale. Les autres régions de la Côte d'Ivoire et le cas du Bénin.
Alors, nous allons commencer avec la première série de questions. Vous me recevez? Désolé, on a été coupé. Donc, je disais qu'on avait une série de questions dont la première était de savoir quelles sont les activités illicites les plus à risque dans le contexte ivoirien. Une deuxième question, donc, quelle est la perception ou les réactions des autorités face aux activités commerciales illicites? On va y aller sur 3 questions et passer à la suite. Et la troisième question, au niveau local, y a-t-il des initiatives qui sont prises en lien avec la prolifération de ces activités illicites? Donc, je passe la parole à l'équipe de recherche de la CAPEC pour pouvoir répondre à ces 3 premières questions de la série de questions. Merci, Madame la coordinatrice. Merci, chers participants, pour votre intérêt. Oui, nous avons, là où nous avons identifié tout un ensemble d'activités illicites, mais je ne peux pas dire actuellement ce qu'on peut hiérarchiser, mais déjà, sur la base de là où on a établi des évidences ou là où les risques sont encore plus importants, nous pouvons dire d'abord, dans un premier temps, il faut bien euh, considérer la question de l'exploitation illicite artisanale de l'or, l'orpaillage clandestin. Comme on le disait, l'approche de lutte, elle était davantage répressive et basée sur la sensibilisation, mais dans une région où les opportunités économiques sont limitées, quelle que soit la bonne volonté des populations, elles sont obligées de suivre et donc de saisir ces différentes opportunités. Et donc, bien contrôler les sites, savoir qui rentre dans ces sites, c'est une première approche. Deuxièmement, nous pensons que déjà, il y a des initiatives, ça et là, sur la formalisation au niveau local de l'exploitation minière artisanale. Donc, il faut peut-être essayer de voir comment organiser tout ce monde-là en groupe d'intérêt économique pour pouvoir mieux exploiter et contrôler les flux de ressources mobilisées et ceux qui entrent, ceux qui ressortent de ces différents sites. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Il y a la question de l'exploitation illégale du bois, notamment le bois de veine dans la région du Folon. Nous pensons que c'est un élément vraiment capital parce que la valeur marchande du bois au niveau international en fait un élément de risque important qui peut générer beaucoup plus de ressources. De deux aussi, c'est une menace pour le changement, en termes de changement climatique, c'est une menace pour la région. C'est du bois protégé et qui est exploité de façon illicite parce que ça génère beaucoup de ressources. Et justement aussi, la demande, c'est pas forcément, il y a une demande locale au niveau du Mali qui existe, mais c'est plus une demande internationale parce que c'est du bois qui rentre dans la fabrication de produits de grande valeur. Et justement, l'autre élément aussi, je pense qu'il faut voir la question justement du trafic du bétail, hein, mais il faut tenir compte des mutations actuelles. Donc, la question du traçage, du marquage des bœufs, leur traçabilité, la commercialisation sur les marchés ou même dans les sites, c'est des éléments aussi qu'il va falloir pouvoir contrôler. Et je ne peux pas tout citer, mais je peux dire aussi, il y a la question de la contrebande de produits agricoles. Vous voyez, la contrebande de produits agricoles, ça, on peut contrôler ça rapidement.
mais parce que justement, les populations ne tirent pas meilleur profit de leurs efforts au niveau local. Donc, je pense que c'est des éléments sans oublier tout ce qu'il y a comme trafic de carburant, de trafic de produits phyto, mais de produits comme la drogue, etc., qui ont légion dans cette région. Je vais laisser l'autre expert réagir et je prendrai le relais pour les deux autres questions. À moins que Madame la coordinatrice me demande de poursuivre pour les deux autres questions. Sur cette question, oui, M. Assongo, vous aimeriez partager des réflexions avec nous? Oui, merci, Madame la modératrice. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Non, je souscris à ce que le professeur Kim a indiqué et j'ai presque envie de dire que par rapport à la question de savoir s'il y a des activités licites les plus à risque, j'ai presque envie de dire que euh, pour peu que les activités répondent aux besoins des groupes, des besoins qui peuvent être, comme je l'ai indiqué dans mon propos introductif, des besoins en ressources financières, en ressources humaines, en moyens de subsistance et en moyens opérationnels. Toute activité, qu'elle soit licite ou illicite, est potentiellement à risque. C'est véritablement un certain nombre de facteurs de risque qui, de ce point de vue, peuvent être déterminants. Et véritablement, l'élément le plus important, il me semble, c'est justement ce caractère de contrôle, de gouvernance de ces activités. Donc, moins une activité ou un secteur d'activité est contrôlé, donnant la possibilité, par exemple, à des acteurs d'y investir des ressources financières, si la chaîne de commercialisation de certaines activités, de certains biens licites ou illicites, voilà, n'est pas véritablement contrôlée, ça représente autant de risques. Donc, c'est véritablement au niveau des facteurs de risque qu'il faut s'atteler à apporter une attention particulière, donc à identifier les facteurs de risque dans une zone telle que le nord de la Côte d'Ivoire, qui, est, comme on le sait, est confronté à cette menace. Voilà peut-être l'élément additionnel que je pourrais apporter sur cette première question. Merci, M. Assongo. Donc, professeur, on peut continuer sur les autres questions. L'implication des autorités lors de cette étude, justement, nous avons rencontré les autorités administratives, toutes les communautés locales, et ce qu'on peut voir, c'est que c'est ce lien étroit-là qui est tissé entre les autorités et les administrés. On voit leur niveau d'implication. D'accord? Là où il y a des défis véritablement à relever, je pense, déjà, vous voyez, si vous prenez, et ce lien-là, ça fonctionne dans le cas de CCM, hein, de la cellule civilo-militaire, d'un ensemble d'échanges informels ou formels que les autorités préfectorales initient pour régulièrement échanger avec les communautés et faire face à des menaces, partager les informations. Je pense que ça, c'est une initiative qui marche très bien. Qui marche très bien et on sent leur implication. Mais peut-être il y a des défis qu'il faut aussi relever, notamment au niveau des forces de défense et de sécurité. D'accord? Malgré l'amélioration de ce rapport, hein, du rapport entre les communautés et les forces de l'ordre, il y a toujours ces écueils-là, nourris par le phénomène du racket, hein, qui s'opère, qui n'est pas peut-être pratiqué par tout le monde, mais déjà qui étiole un peu ces relations et ce n'est pas de nature à favoriser le partage d'informations et à mieux absorber tout ce qu'il y aura comme diffusion d'informations pour une meilleure conscience des liens entre séismes violents et activités illicites. Mais il y a aussi les forces de l'ordre. C'est vrai que récemment, le gouvernement a fait beaucoup. Mais vous voyez, par exemple, une unité de la police forestière qui est censée traquer et aller au fin fond de la forêt pendant la nuit pour traquer des bandes organisées qui viennent tailler des bois, mais une unité de 5-6 personnes, ils n'ont qu'une seule Kalachnikov. Vous voyez, et qui vont au péril de leur vie aller s'attendre à des mains. Et parfois, vous envoyez, ces gens sont agressés, sont obligés de procéder par diplomatie pour pouvoir arraisonner des bandits. Et parfois même, on les lit. Donc, vous voyez, c'est vrai, il y a des efforts, mais il faut poursuivre, il faut continuer à équiper les forces de l'ordre, à équiper les autorités au niveau local pour pouvoir leur permettre de pouvoir répondre au mieux aux besoins des populations.
la question au niveau de l'implication des autorités, il y a des initiatives au niveau du gouvernement, notamment sur l'initiative en fonction de l'inclusion économique des jeunes. On a vu dans la région du Folon qu'il y a un accroissement de jeunes qui bénéficient de plus en plus de projets d'insertion, mais c'est encore timide eu égard aux besoins que nous avons pu identifier Donc, ce qui fait que ces jeunes-là sont à la merci du tout venant. Donc, il faut pousser encore dans ce domaine-là pour limiter leur vulnérabilité. Je vais m'arrêter là pour permettre à l'autre de réagir. Merci beaucoup. Nous avons plusieurs questions, donc on va poursuivre avec les questions pour les participants. Donc, la deuxième série de questions porte en premier lieu sur l'implication des forces de défense et de sécurité dans ces activités illicites. Une autre question, ce serait, un participant demande qu'est-ce que vous entendez par renforcer la gouvernance locale, à l'instar des autres régions du Nord qui a le minimum pour fonctionner. Et la troisième question, c'est, à côté de ces activités illicites, est-ce qu'il se développe des activités de traite de personnes que vous avez pu observer dans les localités? Et enfin, quelles sont les réponses les plus efficaces que l'État de Côte d'Ivoire a proposées à ce jour? Donc, c'est la deuxième série de questions. On continue à noter les questions qu'on va vous partager par la suite. Merci. Monsieur Assamon, vous voulez commencer? Sinon, il n'y a pas de problème. Oui, M. Assanvo, vous pouvez réagir également aux questions. Oui, alors peut-être concernant, oui, désolé. Alors peut-être concernant la question, je vais peut-être réagir à la question de l'implication des forces de sécurité dans les activités illicites. Alors oui, je pense que c'est des cas de figure qui ont été rencontrés, qui ont été documentés. Je prends par exemple le cas de l'orpaillage illégal où on sait que dans la région du Bunkani, dans le parc de la Komoué, il y a quelques années, où des agents chargés justement de la protection de cet espace-là ont été arrêtés, ont été même jugés pour avoir été des complices d'orpailleurs illégaux dans le parc. Donc, l'implication de certains agents des forces de défense et de sécurité, on le sait traditionnellement, c'est un facteur qui contribue à la réalisation de certaines activités illicites à travers notamment les pratiques de raquettes, de corruption. Donc, ce sont des éléments qui sont une réalité. Peut-être aussi rapidement sur la question de l'activité de traite de personnes. Alors, spécifiquement, nous, dans le cadre de la recherche que nous avons menée, nous n'avons pas documenté d'activité de cette nature. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais nous n'avons pas documenté cet aspect particulier en termes d'activité ici. Merci. Oui, merci beaucoup. Voilà, donc je partage le même point de vue. Nous n'avons pas pu documenter véritablement dans la région du Folon le trafic d'êtres humains, mais ce qu'on voit aussi, il y a des mouvements d'immigration, hein, notamment qui sont la conséquence immédiate de l'instabilité dans les différentes régions. Mais rien ne nous dit que ce sont des activités. On n'a pas pu documenter ça. La notion de gouvernance. La gouvernance, c'est, disons, sous plusieurs angles. D'abord, il y a la présence des autorités que j'ai mentionnées tantôt. Ensuite, il y a la gouvernance que j'appellerais la diplomatie transfrontalière. D'accord? Et qui devrait favoriser ne seulement que l'échange d'informations. Quand nous sommes allés sur le terrain, une fois un troupeau volé traverse la frontière du Mali, ça devient difficile de le traquer. Une fois la frontière traversée, parce que justement, ce lien-là entre nos autorités locales et les autorités locales de l'autre côté de la frontière n'est pas suffisamment ancré et bien raffermi. L'autre élément aussi de la gouvernance, c'est vrai, sur la question de la gouvernance des ressources naturelles. D'accord? Aujourd'hui, on a pris l'orpaillage clandestin sous l'angle uniquement de la répression et moins sur comment on peut transformer ces activités illégales en activités productives, profitables pour les communautés, mais aussi
profitable à l'État en termes d'entrée de ressources fiscales. Ça aussi, c'est un élément aussi qu'il va falloir prendre en considération. Donc, voilà un peu ces éléments-là que je mentionnais et justement la question de la corruption qu'il va falloir continuer d'adresser. Quelles sont les activités, qu'est-ce qu'a fait l'État à ce stade, notamment depuis, et quelles sont les actions les plus efficaces? Deuxièmement, premièrement, sur la question de la sécurité, il faut dire que l'État a pu bâtir ce lien-là entre les populations. Dans le cas des CCM dont j'ai parlé, où j'ai un creuset d'informations, où les forces de l'ordre ont des relais dans les communautés pour partager l'information, où c'est les populations, lorsque une éveil, lorsqu'il y a une activité qu'on soupçonne comme qui peut être d'origine extrémiste violente, des extrémistes violents, on s'en va, on allait tout de suite. Ça, c'est bon. Mais aujourd'hui aussi, on essaie de relever le niveau des équipements, des routes, etc., dans la région du Folon. C'est bon, mais il faut poursuivre parce que justement, l'une de nos difficultés lorsqu'on est sur le terrain, c'est la circulation, la mobilité. Et c'est ce qui favorise l'expansion des activités illicites en utilisant des canaux détournés que sont les différentes pistes ou bien en écoulant les produits de l'autre côté de la frontière. Donc ça aussi, c'est des questions qu'il va falloir aussi accentuer toujours le relèvement de l'équipement au niveau local. Merci. Donc, on passe à une troisième série de questions. Donc, on a pu noter l'intérêt des participants pour la thématique. Et donc là, il vous a demandé, avez-vous le sentiment qu'il y a une certaine conscience au niveau local du risque que ces activités illicites-là représentent en lien avec la menace sécuritaire actuelle? Aussi, il y avait une question sur les actions concrètes dans le contexte ivoirien. Donc, selon vos recherches, vos expériences, quelles sont les actions concrètes à mener dans le contexte ivoirien? Et est-ce qu'il y a d'autres formes de criminalité qui peuvent se développer justement autour de ces activités illicites que vous avez citées? Et une question qui est adressée à la première présentation avec le professeur Kimou, qui est à savoir pourquoi l'étude se limite aux zones côtières et non élargie dans le l'Itako-Goma, sachant que la présentation du prof Kimou, dans la présentation du professeur, il y a un lien avec le Mali. Donc, je pense qu'avec le monsieur Assanvo et le professeur Kimou, on pourra avoir aussi également une réponse à cette question. Merci. Merci maintenant la modératrice. Quelles sont, surtout au niveau local, la première question, comment... OK. La concurrence au niveau local, s'il peut y avoir d'autres... excusez-moi, j'ai noté, mais je n'arrive pas à me... Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une certaine Oui, conscience au oui, niveau local du risque oui, de oui. ces activités? Merci. Oui, justement, ce que nous avons compris au niveau local, c'est que justement, ces actions de l'État, de l'USAID avec le projet A4P, tout ce qui est fait, les populations vraiment comprennent aujourd'hui la menace. Ça, c'est clair. Et les populations même ont justement développent instantanément par réflexe cette conscience de veille. Mais là où ce n'est pas apparent, c'est la conscience sur les activités illicites. Quand même. Vous voyez, parce que pour vous, il y avait en échangeant avec certains non, que les gens se débrouillent, les jeunes se débrouillent. À part là où peut-être c'est plus apparent, où les populations peut-être sont un peu, sont davantage conscience, c'est ce qui touche peut-être directement à leurs actifs, hein, comme le vol de bétail. D'accord? Le vol de bétail surtout. Là, ce vol de bétail, tout de suite, la population le met en exergue. Mais si vous prenez le trafic, l'orpaillage clandestin, c'est toute une situation qui implique tout le monde. Il y a toute une chaîne de valeur bien organisée et on pense que c'est une opportunité pour les jeunes. Donc là, on ne peut pas établir tout de suite ce lien-là entre ces activités et le financement de l'extrémisme violent. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux dire sur cette question.
les autres, est-ce que ça peut donner lieu à d'autres activités criminelles? Bon, bien sûr que c'est une activité, c'est des crimes, la plupart des crimes organisés. Et ces crimes organisés, ça va avec la violence, ça va avec tout ce qu'il y a comme autre activité pour pouvoir arriver à ses fins. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux dire sur ces deux points. Concernant le dernier point, avant que M. Assanvon ne réagisse, euh, est-ce que pour justement l'une des limites, c'est question, l'une des limites de notre étude, hein, et peut-être que ce qu'a pu faire l'équipe de M. Assanvon, c'est que nous, dans notre étude, on n'a pas pu avoir cette opportunité d'aller au-delà des frontières, la frontière nationale. Donc, il y a certaines données que nous n'avons pas pu croiser, d'accord, notamment sur les circuits de commercialisation du bétail volé, de l'orpaillage, de l'or creusé, du bois, etc. Donc ça, c'est une des limites et que peut-être l'étude de M. Assanvon a pu aider à élucider. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, M. Assanvon, vous pouvez réagir sur cette question-là. Oui, oui, merci Madame la modératrice. Alors peut-être je vais revenir rapidement sur la question de la traite des personnes pour ajouter un complément de l'élément apporté à ma réponse précédente. Effectivement, par rapport à l'orpaillage illégal, je pense qu'il y a des éléments de la manière dont cette activité est pratiquée qui peuvent s'apparenter à ce qu'on pourrait qualifier d'exploitation d'enfants, parce que on a bien relevé que dans cette activité, il y a des enfants qui sont actifs dedans. Souvent, certains proviennent de pays voisins, avec toute une organisation mise en place pour pouvoir les faire voyager, les entretenir. Donc, il y a peut-être de là, de ce point de vue, un aspect d'exploitation des jeunes qu'on pourrait mettre sur le même pied d'égalité que la problématique de la traite la traite des personnes, même si c'est beaucoup plus grave, la question de la traite des personnes. Alors, allant de la conscience au niveau local, en tout cas, nous, par rapport à l'étude qu'on a menée et dans le cadre de laquelle on a pu documenter des liens, cette conscience, elle était réelle. Elle était réelle vu qu'il y a des individus qui, consciemment ou inconsciemment, volontaire ou involontairement, ont collaboré avec des groupes extrémistes violents. Et ça pour une multitude de motivations et de raisons. Et là, peut-être, il est important de souligner encore la dimension que le professeur Kim a évoquée, c'est que souvent, il y a une question de perception aussi. Alors, nous, on parle d'activités illicites, mais pour certaines des personnes actives qui pratiquent ces activités-là, c'est des activités génératrices de revenus. Donc, cette dimension voilà, morale ou moralisante n'est pas exactement l'élément qui prévaut véritablement. Donc, il n'y a plus qu'une conscience, en tout cas dans les contextes dans lesquels nous avons mené notre étude, il y a plus qu'une conscience de ce risque, en plus de risque bien entendu, mais il y a une conscience déjà pour les personnes qui ont collaboré de ce lien, de cette connexion avec des groupes extrémistes violents. Mais souvent, ce qui manque pour ces individus-là, pour ces personnes, c'est souvent cette méconnaissance des mécanismes, non pas la connaissance fine des mécanismes par lesquels justement ces groupes extrémistes violents s'insinuent et s'impliquent dans des activités. Donc ça, c'est peut-être un élément sur lequel la connaissance est encore lacunaire. La question des formes de savoir s'il y a des formes de criminalité donc autour d'activités illicites. Je vais encore prendre le cas de l'orpaillage illégal où tout autour, et ça c'était documenté, je pense, par plusieurs recherches déjà sur la problématique, donc des liens avec tout ce qui relève de la contrebande, du trafic d'armes. C'est que c'est un milieu où il y a une circulation d'armes légères. Il y a aussi toute la problématique de trafic de drogue, de trafic de médicaments, de prostitution. Et là, pour le coup, on serait on rentrait dans le cadre de ce qui a été évoqué précédemment en termes de trafic de traite de personnes. Donc, oui, il y a des éléments de criminalité qu'on retrouve par rapport à l'orpaillage illégal. Alors, sur la question, si j'ai bien compris la question des liens avec la situation dans l'Itako-Gouma, comme je l'évoquais dans mon propos introductif,
la recherche que nous avons menée dans le nord de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo était la suite d'une recherche qui est menée dans le Litako-Kouma, qui effectivement établissait un lien, une forme de continuité, en tout cas des passerelles entre ces deux régions spécifiques-là. Et là encore, dans le cadre de la recherche que nous avons menée, ces liens, ce caractère intrinsèquement transfrontalier et même transrégional de la problématique des activités illicites, c'est encore confirmé avec justement, pour prendre le cas du vol de bétail, où véritablement le bétail allait dans presque toutes les directions. Il y a du bétail qui était volé au Burkina, qui se retrouvait, ou même au Mali, qui se retrouvait dans le nord de la Côte d'Ivoire pour par la suite prendre la route d'Abidjan. Il y a du bétail qui était volé dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui prenait la direction du Burkina Faso pour ensuite se retrouver vers le Ghana. Et donc, ça a été cette dimension véritablement transfrontalière, transnationale des activités illicites a été documentée en lien aussi avec le trafic de médicaments, le trafic de produits phytosanitaires. Donc, il y a véritablement une connexion entre ces différentes régions qu'il faudrait aussi garder à l'esprit dans l'optique justement des réponses, des mesures efficaces qui devraient être apportées pour faire face à ces différents phénomènes-là. Donc, activités illicites, extrémistes violents et bien entendu la connexion entre les deux. Merci. Merci, M. Assanvo. Donc, pour terminer sur les questions, une dernière question qu'on va prendre. Au-delà de la question du lien qui est fait entre extrémistes violents et l'économie locale, qu'en est-il de la dimension politique dans la région du Folon? Donc, il y a un participant qui veut savoir, est-ce que la structuration actuelle du champ politique dans le Folon est un élément qui peut nourrir donc l'extrémisme violent dans cette zone? Professeur Kimon, c'est la dernière question. Je pense qu'on pourra prendre maintenant. Bon, cette dimension politique, explicitement, nous ne l'avons pas investiguée. Mais ce que je peux dire, c'est que en général, hein, au niveau du Folon, la compétition, je veux dire, la compétition politique est plus locale, c'est-à-dire entre des leaders, des fils de la région, des leaders qui, en général, sont tous du même bord politique, et des gens qui ont peut-être des influences, ça et là, c'est ça, à contrôler certains groupes, mais cette question nous n'avons pas mis d'évidence sur cette compétition politique locale et la question de l'extrémisme violent. L'extrémisme violent, parce que c'est clair que nous avons montré, on a pu voir que certains leaders dans certaines contrées, hein, je ne veux pas faire l'accusé d'hommes politiques ici, ont été vraiment nommément cités comme des gens qui étaient vraiment impliqués dans le développement de leur région, qui avaient une certaine légitimité, qui était acquise à partir des actions concrètes que ces personnes-là posaient pour le développement, pour les jeunes dans cette région. D'autres, par contre, ce n'était pas vraiment évident. C'est des gens qu'on voyait à chaque période électorale et où on n'était pas en mesure de leur poser les questions des populations au quotidien. C'est pour cette raison que dans l'une de nos recommandations, nous avons suggéré que les cadres soient des personnes qui puissent être impliquées, qu'on puisse les amener à s'impliquer parce que c'est des gens autour desquels les populations s'identifient effectivement. Voilà ce que je peux ajouter. Merci. Merci, professeur Kimou. Merci, monsieur Assanvo. Je rappelle que la séance devait durer 45 minutes, mais vu l'enthousiasme et l'intérêt des participants donc pour la thématique, on a eu plus de questions. Mais je rassure en fait que les différents participants, que les questions ont été notées et on pourra toujours vous partager des liens ou des mails sur lesquels on pourrait continuer la discussion. Donc, nous arrivons au terme de l'échange. Nous vous remercions pour votre intérêt qui traduit justement l'intérêt pour la compréhension des dynamiques de financement des activités illicites dans les régions frontalières nord de la Côte d'Ivoire. Et avant le mot de fin, je vous invite à participer au sondage. Le sondage-là va nous permettre d'améliorer votre expérience des prochains webinaires. Donc, nous vous prions de prendre 5 minutes, sinon moins de 5 minutes, 2 minutes pour renseigner ce sondage. Merci.
Les questions s'affichent sur votre écran, donc vous pouvez y répondre directement. Donc, nous avons quelques questions encore à renseigner pour ceux qui n'ont pas encore commencé à renseigner le sondage. Cette étape nous permet de pouvoir améliorer votre esprit. Je rappelle que pour les autres questions et préoccupations, vous pourrez nous contacter pour les mails du professeur Ekimon et de M. Assanvo, où les échanges pourront continuer. Ou également sur YouTube, où la vidéo sera disponible, où vous pourrez commenter, toujours poser vos questions pour qu'on y apporte des éléments de réponse. Nous rappelons également que cette présentation sera partagée aux différents participants qui se sont enregistrés pour ce webinaire. Nous avons des questions dans le chat sur les présentations. Les présentations vous seront partagées par email. Donc, maintenant qu'on a la fin du sondage, à bientôt, disons pour le 9e webinaire, toujours pour approfondir la réflexion et la compréhension des dynamiques de l'extrémisme violent et agir ensemble pour renforcer la résilience communautaire aux frontières et pour participer toujours à maintenir la cohésion sociale entre ces différentes communautés dans ces zones frontalières. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Donc, on pourra toujours continuer les échanges par mail. Nous vous remercions pour votre participation. Monsieur Assanvo, professeur Kimon, merci pour votre participation. Et on se donne rendez-vous au prochain webinaire. Merci, madame la modératrice. Merci, madame la professeure. Merci. Merci à tous.